La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble des territoires burkinabés, bien sûr, 200 Kalachnikov. Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. Avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Monsieur le Président, quelque fait marquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. Bien. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était les 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité des différentes manœuvres. » Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Qui vous a dit ça? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour mener à bien la tâche qui nous a été assignée, je suis avec mes confrères Patenema Oumar Ouedraogo des éditions Sidoya et Ismaël Ouedraogo de la télévision Burkina Info. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Monsieur le Président. Excellence, cela fait une année que vous êtes dans le fauteuil présidentiel. Jeune capitaine de 35 ans qui ne s'était pas tracé un destin politique. Et depuis votre arrivée, à l'image des récents événements que nous avons connus, chaque jour pratiquement a été jalonné par des questions d'État. Excellence, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui et comment est-ce que vous vivez tout ceci? Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous et cette mission va la mener à bien. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était les 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité des différentes manœuvres. » Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Est-ce à dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit. On vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front.
Donc des Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, c'est qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Excellence, l'un des gros sujets d'intérêt pour la population, c'est bien la question sécuritaire, la sécurité et la défense. Une année après, le Burkina qui continue d'essuyer de lourdes attaques, comme on l'a vu à Conakry il y a quelques semaines. Alors, 53 morts, ce fut énorme, Monsieur le Président. On aimerait un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Combri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc, vous savez très bien, depuis 2021, personne n'y a mis pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures, il faut s'y attendre, mais nous sommes là pour ça. Il faut qu'on y aille. Alors pour rester dans cette région, Tangaï c'est une des communes rurales qui a été reconquise il n'y a pas très longtemps, avec à la clé l'installation d'une base militaire et même le retour des populations. Sur le terrain, vous pourrez le constater. Voilà. Il y a des choses même que nous voyons souvent qui ne nous plaisent pas forcément. Parce qu'il arrive que certains communiquent, on a reconquis tel village, les gens ont rejoint. Peut-être que d'autres personnes contestent ça, notamment sur vos plateaux télé. Mais ça constitue des victoires pour vous. C'est symbolique en termes de victoire pour vous, naturellement. Je suis d'accord, oui. Mais vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'il y a ce débat-là, d'autres disent oui, c'est reconquis, d'autres disent non. Les villageois se mettent à se filmer eux-mêmes dans leur village pour prouver que c'est reconquis, les voilà au marché, ainsi de suite. Bon, nous, dans notre stratégie, je dirais, ça ne nous plaît pas trop. Nous voulons que ça... Ceux qui veulent le constater, ils peuvent aller sur le terrain. Il y a des zones aujourd'hui, vous partez, vous circulez. Donc c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Le Premier ministre a dit il y a quelques mois qu'on était à 60% de couverture du territoire. Quelques mois plus tard, nous sommes à 1 an de votre pouvoir, du MPSR2. Vous pouvez quand même donner une idée de la reconquête du territoire burkinabé à l'ensemble des citoyens qui nous regardent. Il n'y a pas cette partie du Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Les populations de Djibo, de Dori qui nous regardent diront, nous sommes sous blocus, il faut des convois pour venir vers nous. Oui, même si demain nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes, on va protéger nos itinéraires. Parce que c'est une guérilla, c'est une guerre. 2, 3, 4 individus sortent et voilà, commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent. Et voilà, donc on va toujours protéger nos itinéraires, on va toujours escorter nos commerçants et tous ceux qui se déplacent. Alors l'une des plaintes, c'est le temps que ça met. Je prends l'exemple de la ville de Nouna qui a été ravitaillée rien que le mardi, mais là on a mis pratiquement 1 mois pour ravitailler cette localité-là. Bon, peut-être le délai est dû peut-être aux conditions du terrain. Avec la saison, peut-être c'est pas facile. Et la planification des missions, donc dans ces situation-là, ce n'est pas aussi simple. Mais ce sont des choses qu'on va rattraper. Alors, Excellence, une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène? Nous ne sommes pas dans les armes seules. Nous sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que les gens devraient s'abstenir de se lancer donc dans ces mouvements-là, parce qu'on sait ce qui a amené les gens à prendre les armes, éventuellement à rejoindre les camps de ces criminels-là. Ça, c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire, de se soustraire de cette lutte-là, parce que nous savons ce qui a amené ça. Voilà. On a sensibilisé beaucoup, ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie, mais il y a le développement aussi. Donc nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix?
Démarche souterraine, je ne Je sais parlais pas. des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés. On ne les connaît pas. Qui les connaît? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes, pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà, on passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé? Bien sûr. 200 Kalachnikov? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. Okay. On a envoyé des missions aller vérifier. Vous pouvez aller, d'ailleurs vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allons sortir et dire ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça, c'est une information qu'on donne aux terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc, Excellence, à quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Voilà, donc vous avez attendu le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois encore. Vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos? Je dirais même, pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On était très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittaient, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous repartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, finalement, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire, et il y a même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu entre-temps une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que les Burkinabés sachent ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment? Ce que je souhaite même, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires et il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non. Excellence, on va s'intéresser également à celle au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur, mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clanique au sein donc de notre armée. Mythe ou réalité? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui combat par, non, on aime dire par cotisation, c'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités.
mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça déjà, la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez les terrains ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis. Ils sont dans des unités et ils sont en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par-ci par-là des problèmes de cohésion, je dirais que ce n'est pas des problèmes en tant que tels. Voilà, c'est des individus. Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. En fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages. Voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens. Elle va exister, il n'y aura pas de projets éventuellement au niveau de la gendarmerie? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute comme le disent certaines langues. Qui vous a dit ça? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais. Voilà, donc je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. L'Assemblée nationale a donné son quitus pour l'envoi d'un contingent au Niger. Alors, est-ce que cela ne contribue pas à disperser les forces au niveau du Burkina? Non. Je pense que le débat s'est tenu là-bas et les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si nous on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Ils croient que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous restent les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Et voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer? Il faut qu'on raisonne. Non. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train d'évoquer, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous avons véritablement ces moyens d'aller au secours du Niger? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà suffisamment affaiblis? Est-ce que nous avons les moyens, y compris en hommes, en finances et en vivres? Quand on parle là-bas, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle de. C'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on s'aide comme ça entre pays voisins. Et finalement, qui paiera cette note? Qui paiera? Cette note? Non, ce n'est pas une note particulière. De toute façon, sur notre territoire, on fait des opérations. Il n'y a rien de particulier si les soldats se retrouvent de l'autre côté de la frontière pour faire la guerre. Le 16 septembre 2023, donc, il y a eu la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce là un processus vers la fin de la CEDEAO ou le retrait de ces trois pays de la CEDEAO pour une certaine autonomie? L'AES, c'est une défense en commun. Nous avons décidé d'unifier nos espaces. Aujourd'hui, peu importe la situation au Niger, aussi au Burkina ou au Mali, on peut bénéficier l'un
comme l'autre de soutien de ce partenariat-là. Donc c'est ça d'abord le plus important pour nous, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question de sécurité, nous sommes en guerre, et c'est ça qui nous préoccupe d'abord. Le reste, ça viendra. La CEDEAO et l'AES? La CEDEAO est là. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas quitté la CEDEAO. Mais l'AES est une alliance de défense. Que peut-on retenir de l'état de nos relations avec la Côte d'Ivoire lors des changements intervenus au Niger et avec les différentes décisions de la CEDEAO? On a vu deux pays qui ont adopté des postures totalement différentes. Il n'y a pas de problème particulier. Je pense que même demain, les peuples burkinabés et ivoiriens, on est ensemble, hein. Il n'y a aucun problème. Mais les politiques peuvent différer, comme sur ce cas précis où ils ont décidé, les politiciens ont décidé une certaine posture. Nous sommes dans une certaine posture. Mais de toute façon, voilà, chacun réfléchit. Le souci, c'est la population qui paye le coût, qui prend le coût. Jusqu'à preuve de contraire, ça n'affecte pas la population. Je pense que certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Ouais, ils peuvent y aller. Ça n'affecte pas la population. Nous avons aussi décidé de protéger nos frères nigériens. Donc, on va renforcer leur armée en cas d'agression. Voilà, c'est le peuple nigérien que nous... Parce que lorsqu'il y a une agression armée, il y a forcément des dommages. Et voilà pourquoi nous disons que nous soutenons l'armée du Niger pour protéger leur population, parce que c'est leur mission principale. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas, parce que nous on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir en appui. Les contributions financières de la Côte d'Ivoire vers le Burkina? Les contributions financières, ça sera la bienvenue. Je pense qu'on a un fonds de soutien patriotique. Si, de relations de coopération avec un pays. Si demain... Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de nuage entre les autorités burkinabées et celles de la Côte d'Ivoire de façon pragmatique? Nous avons vu certaines sorties, oui, et nous essayons nous-mêmes de comprendre. Jusqu'à preuve de contraire, je ne pense pas que les autorités burkinabées ont fait des sorties pour agresser verbalement ou quoi que ce soit les autorités ivoiriennes. Mais nous avons vu par contre des sorties d'autorités ivoiriennes. On a vu les sorties du président de l'Assemblée, on a vu beaucoup d'autres choses qui malheureusement ont parlé du Burkina négativement, mais nous n'avons pas répondu. Voilà, parce que nous avons jugé que c'est des opinions d'individus, mais ce n'est pas l'opinion du peuple ivoirien. Voilà, donc on a décidé, mais jusqu'à preuve de contraire, ici, il n'y a pas une seule autorité qui a fait une sortie parlant de la Côte d'Ivoire. Une lucane sur les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez un message à leur adresser? Parce que beaucoup sont intéressés à rentrer au pays pour lutter, pour défendre le territoire ou encore financièrement apporter leur contribution. Beaucoup sont déjà rentrés, oui, qui sont sur le terrain. Et, comme vous dites, financièrement, beaucoup ont contribué. Beaucoup continuent d'envoyer leur contribution à travers le fonds. Et il n'y a pas longtemps, les opérateurs ivoiriens sont venus ici même, ils ont fait un congrès, ils ont contribué. Donc vraiment, on les remercie, on les encourage à toujours... C'est de la Côte d'Ivoire seulement? Non, beaucoup de la diaspora. Ça, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit, nous avons beaucoup apprécié le réveil. Le réveil, l'éveil de conscience et tout. Les gens aiment leur pays, ils aiment leur patrie, et peu importe où ils sont, ils pensent toujours au pays. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et cette année seulement, si vous comptez le nombre de fois, ceux de la diaspora qui ont eu des congrès ici, c'était vraiment très bien. Et à chaque fois, ils viennent et ils contribuent. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, tous les Burkinabés de l'extérieur, on les salue. Monsieur le Président, quelque fait marquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. C'est ce que nous sommes en train de travailler véritablement à être autonomes, oui, ou est-ce que nous sommes en train de travailler à nous faire encore chapeauter par un autre maître, entre guillemets? Un autre maître, c'est trop dit. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays ici. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez un seul pays en Afrique ici que la Russie a colonisé? Ou partout ailleurs?
Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui. Pas évident, mais c'est pour vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos matières premières sont exportées. À les transformer, on revient nous vendre encore avec... donc on exporte en quelque sorte nos emplois et toute notre richesse. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan de défense, on a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie sera mieux que la France à l'avenir? Les Russes suivent très bien ce qui se passe en Afrique. Et c'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je peux dire nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Excellence, on n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte? Gouverner, c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, ou qui sont même impérialistes, ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections, et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité, pour que le Burkinabé puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Vous avez mis également en place l'actionnariat populaire en appelant à l'engagement de tous. Et récemment, vous étiez à Bobo pour la pose de la première pierre d'une usine de transformation de la tomate. Peut-on en déduire que l'initiative se porte bien? Oui, une fois de plus encore, moi je dis, on rend grâce à Dieu que les gens aient compris l'esprit qui est derrière cette idéologie-là. Les dévanciers ont parlé beaucoup de ça, d'autres ont voulu initier, mais c'est un système qui a été combattu. Pourtant, c'est un système qui marche. Nous, ça nous fait mal de voir aujourd'hui. Vous êtes déjà allé sur un site d'orpaillage, voir dans quelles conditions les jeunes Burkinabés travaillent. Le courage qu'ils ont de faire ça. Par exemple, on veut semi-mécaniser ça un peu.
pour qu'au moins ils puissent soustraire le maximum de leur labeur et que ça puisse aller de façon un peu plus mécanique. Ça fait partie des missions de l'APEC. Tout ce qu'on produit ici, vous êtes d'accord qu'on produit tous ces... Quand on prend les produits de première nécessité, l'huile, le lait, comment je vais dire, même ces pâtes de tomates qu'on a. Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs, la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre. Non, ça va, on a réfléchi, on a pensé. Il faut qu'on ait beaucoup d'entreprises de ce genre-là, pour la transformation, pour la mécanisation, pour en tout cas beaucoup de choses. Comment financer? On a pensé à ce modèle, et le peuple finance.